Ce matin, M. Belgassem nous a parlé un peu des initiatives que les maires peuvent faire en général par rapport à se vivre ensemble, par rapport à la prévention, par rapport à la radicalisation. À mon humble avis, je pense que tous les observateurs l'ont observé aussi, c'est que le maire de Nicodère, en mettant en place une initiative très intéressante, qui est le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Alors, à chaque fois que je vais arrêter, je vais dire menant à la violence. Très important de bien signaler, ça veut dire quoi menant? Je laisserai peut-être Herman, qui est spécialiste dans ce domaine. Qui Herman? Herman, bien évidemment, un PhD en sciences politiques et aussi maîtrise en relations internationales. Et bien évidemment, le directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Une solide expérience en prévention de la criminalité, profilage racial et de la relation avec la communauté et bien évidemment de la radicalisation menant à la violence et conseiller stratégique pour le service de la police de la ville de Montréal. Monsieur Herman, vous avez 15 minutes, sachant que Monsieur Herman m'a dit qu'il vient de Repentigny, de très loin. Tout à l'heure, on a donné un peu plus de temps pour des gens qui viennent de Dubaï. Lui, il dit je viens de Repentigny, avant de lui donner 19 minutes pour cette raison. En plus, tu m'as présenté comme un conseiller stratégique au SPVM. Je ne suis pas. Anciennement. Donc, j'ai droit à Herman, Herman, tu commences à utiliser ton temps, hein, en passant. Tu commences à utiliser, hein. Démarrer. Je sais pas pourquoi ils veulent dire anciennement toujours. Apparemment, c'est sur l'ordinateur. Je parle ici. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. C'est là-dedans? Ben, je suis pas bon là-dedans. On a coupé le temps pour toi juste en attendant que... Ça a arrêté Annie, parce que je sais qu'Annie... Ah oui, c'est pas ma faute, Annie. Je commence à être habitué à Annie. Il y a cela 2 semaines à Mexico. Tu utilises ton temps maintenant. C'est pas grave. Et là, il fallait que je respecte mon temps. Mais je veux faire le maximum. Je pense que le moment est propice pour les échanges que de faire une présentation magistrale. Je vais peut-être aller plus vite. Je vous dirais que l'idée de créer le centre émane évidemment du maire de Montréal. On l'a annoncé officiellement en mars dernier. Le plus important pour moi, c'est à la fois de vous dire que c'est une première initiative au niveau nord-américain, mais aussi nous sommes un organisme totalement indépendant des services de police, des services de renseignement. Donc, c'est vraiment un organisme privé, c'est important. Les gens qui appellent chez nous, au centre, ils n'appellent pas la police. On appelle un organisme communautaire et on appelle ce pour avoir de l'aide. J'ai personnellement une sensibilité pour tout ce qui est radical, tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est discrimination et tout ce qui est judiciarisation. C'est des problématiques qui me préoccupent beaucoup. D'où l'importance, dans la philosophie du centre, d'avoir une structure indépendante qui ne peut pas être une succursale de la police. Donc ça, c'est important. On n'est pas la police, on est très autonome, autant au niveau stratégique que politique. Bien que nous soyons financés par les 2 paliers de gouvernement, donc la ville de Montréal qui est à l'origine de l'initiative et le gouvernement du Québec. En fait, on est comme tous les autres organismes communautaires qui sont financés par les 2 paliers de gouvernement. Sauf que la thématique que nous traitons est plus sensible. Alors, je pense que mes collègues ont parlé là-dessus. Les événements qu'on a connus la semaine dernière à Paris et à Beyrouth, ça il faut le dire, on a tendance d'oublier que la journée d'avant, c'était à Beyrouth. Il y a eu plus de 43 personnes qui sont décédées et plus de 260 qui ont été blessées. Donc, vous voyez, depuis vendredi, moi, dans les médias, c'est ce que je dis. Lorsque je parle de Paris, ben, je les rappelle, mais on en a eu à Beyrouth également, donc il faut en parler. Et ces événements sont venus nous rappeler 2 choses. La première chose, c'est que, je pense que les 2 collègues l'ont dit, l'aspect sécuritaire n'est plus assez, ne suffit plus. Donc, on l'a vu, c'est pas assez. Donc, il faut maintenant à la fois être conscient que la question de la sécurité publique, en fait, c'est une compétence, elle doit être une compétence partagée. Partagée avec les agents de la paix, mais aussi par les citoyens. Alors, pour prévenir tout cela, il faut qu'on revienne à notre addiction à Montréal, au Québec, au Canada. Il faut ajouter à cet aspect répressif ou sécuritaire, il faut ajouter l'aspect préventif. C'est ça l'objectif du centre. On a dit on va mettre en place un centre qui va agir en amont du phénomène de la radicalisation. Ça veut dire quoi? On ne va pas attendre qu'il y ait une problématique pour agir. On va commencer par parler de ces enjeux de société liés à la radicalisation.
Et lorsqu'on aura des cas de radicalisation, lorsqu'on a des cas les plus extrêmes, on va faire une prise en charge. C'est ça la différence avec les autres centres à travers le monde. Alors, quand je regarde des collègues en Europe, eux, ils vont parler du thème prévention. C'est prévenir un acte terroriste. C'est après les arrestations. C'est après avoir détecté un groupe extrême gauche-droite. Là, ils parlent de prévention. Alors que nous, à Montréal, vous allez voir, quand on parle de prévention, c'est pas ça. La prévention, c'est en amont, c'est avant. On est vraiment en amont. Donc, c'est un des mandats du centre, c'est l'aspect prévention. Deuxième élément qui est important, je pense, et ça c'est très, très, très nécessaire, c'est l'aspect prise en charge des familles ou des proches. On l'a vu dans le passé, lorsqu'il y a eu des enquêtes policières, il y a eu des interventions policières. On portait des accusations sur un individu, la famille avait la perception d'être aussi accusée par la police. On avait cette perception et il n'avait pas de soutien, encore moins du support. Et ce qu'on a décidé avec le centre, c'est simple, c'est que le centre aura cette responsabilité, ce devoir, à la fois moral, mais aussi éthique, d'accompagner les parents, quelle que soit l'origine, quelle que soit la thématique, lorsqu'il est lié à la radicalisation, de l'accompagner dans le processus. Et c'est ce qui m'amène au fait que nous avons des protocoles de collaboration, autant avec la GRC qu'on est en train de finaliser, avec le SPVM, des protocoles qui nous permettent à la fois d'intervenir pendant que les services de police font leur travail. Donc nous, on est un centre, on est là pour supporter les parents, on va les accompagner dans tout ce processus. On est aussi un centre où on offre des services d'intervention psychosociale, donc les personnes radicalisées, on va les prendre en charge, on a des psychologues chez nous, des travailleurs sociaux, les intervenants, les chercheurs, etc. Donc on a toute une équipe multidisciplinaire très outillée qui est là en fait pour supporter les personnes radicalisées ou en voie de radicalisation. Alors, quand on regarde présentement au niveau international, c'est la réalité de tous les services de police. Alors, vous voyez ça, c'est la pyramide de la radicalisation, ce qui amène vers la radicalisation violente. On le voit en rouge, on parle d'engagement violent, donc ça peut être, l'engagement violent peut s'exprimer par le terrorisme, par d'autres faits. Tous les services de renseignement à travers le monde se concentrent là-dessus. 90% des ressources sont en attente, c'est quand le prochain attentat terroriste. C'est ça, c'est mental et c'est normal, c'est le travail des policiers. Ils sont là, mentalement, tout le monde attend. Bon, regardez en France, tout le monde va vous dire, on attend, c'est quand le prochain, on cherche, le prochain c'est qui, etc. Donc il y a une psychose qui s'est développée et c'est depuis le 11 septembre qu'on le voit. J'ai travaillé à la police, la mentalité, je la comprends. Donc, toutes les ressources, d'une certaine manière, sont dirigées vers la prévention d'un acte terroriste, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la prévention en amont. C'est pas la même chose. Donc là, on est vraiment dans une approche où on attend le prochain. On a juste 10% des ressources qui vont diriger vers la prévention. Ou, par exemple, on va prendre les sociocoms, par exemple, dans le cadre du SPVM, on va envoyer des sociaux communautaires dans les écoles pour parler de certaines thématiques. Comme on fait, par exemple, des gangs de rue, on mettait beaucoup d'argent, beaucoup de stratégies dans les écoles, on donnait beaucoup de moyens aux travailleurs de rue. Mais dans cette thématique de radicalisation, on le sait, mentalement, on est rendu ailleurs. En fait, nous, on n'a rien inventé. Ce qu'on a proposé, c'est ça. Hop, c'est la pyramide en envers. Et c'est ce qu'on a dit. On a dit, on va faire l'inverse. Parce qu'on a vu que la prévention marche. On a vu avec les gangs de rue, on a vu en matière d'intimidation dans nos écoles, on a vu dans d'autres domaines. Quand on met des efforts en matière de prévention, de socialisation, d'éducation, ça marche. Pourquoi ne pas, évidemment, appliquer cela? Donc on a dit, on va faire simple. On va privilégier la prévention en amont, qui n'a rien à voir avec la prévention où on attend, quand on arrête quelqu'un, on dit, là on fait de la prévention. Ça, c'est pas de la prévention. On est en mode réaction, réactif. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est tout simplement ce qu'on a préparé. Et avec le service de police de la ville de Montréal à l'époque, c'est l'idée qu'on avait. On avait cette idée parce qu'il y avait un besoin. Moi, présentement, je fais le tour des écoles, je rencontre beaucoup de gens, autant au niveau national qu'international. Mais il y a un consensus qui se dégage, c'est que les intervenants de première ligne, les parents, tout le monde est démuni. Quand je rencontre les gens, les enseignants, ils me disent, Monsieur Okoma, c'est bien, on a compris c'est quoi la radicalisation, mais comment je fais? La prochaine étape, comment je fais pour détecter? Et après détecter, qu'est-ce que je fais? Alors, donc, c'est tout cela quand nous, on dit agir en amont. Évidemment, je vais passer vite, je vais passer les défis.
On a mis deux choses au centre, en créant le centre. On a une ligne téléphonique qui fonctionne 24 sur 24. Donc, les gens peuvent appeler chez nous. Il y a quelqu'un qui va les répondre. On va donner conseil. Et les gens qui appellent chez nous, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui appelle, qui me dit, ben, écoutez, mon fils se radicalise. C'est toujours la première phrase. Comment il se radicalise? Ben, il s'est converti à l'islam. Il mange plus de porc. Il a fait pousser sa barbe. Il s'habille en djellabad. Maintenant, il fait des prières 5 fois par jour. Monsieur, c'est un terroriste. Bon. Pardon? Il n'écoute plus la musique. Vous comprenez? On parle d'un parent québécois catholique. Pour lui, ben, c'est la radicalisation. Et nous, on a un rôle de pédagogie. C'est ça la prévention de la mort. On a un rôle de pédagogie. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des spécialistes sur le terrain. On va rencontrer le papa, la maman, dans certains cas. On va leur montrer, on va faire une analyse de la situation. Dans certains cas, je me fais, ou mes intervenants vont se faire accompagner par les hommes de foi, imams et tout, c'est important, de nous amener ce regard aussi extérieur pour mieux apprécier nos interventions. Donc, des appels parfois qu'on reçoit, c'est ça, on essaie de montrer aux parents qu'est-ce qui est du fait religieux et qu'est-ce qui est de l'endoctrinement. C'est deux choses différentes. Donc, le papa qui est catholique, il ne connaît pas l'islam, pour lui, ben, c'est la radicalisation. Donc, il faut qu'on fasse un travail de pédagogie. Et c'est ça qu'on fait. Donc, dans certains cas, on va rencontrer les parents, nos spécialistes vont faire une intervention, et quand on a terminé, on va mettre en lien les parents avec le CLSC d'à côté. Avec le fait que le gouvernement du Québec collabore avec nous, donc on a la possibilité d'avoir les ressources du milieu de la santé. Et généralement, dès que le parent, ça c'est par expérience, je le vois de plus en plus, dès que le parent commence à dire mon fils est terroriste ou mon fils est radicalisé, il y a une tension dans la famille. Donc il faut reconstruire ça. C'est juste l'incompréhension. Et là, dans ce cas, nous, on intervient et on fait notre rôle de support, d'accompagnement. Puis, on a d'autres cas qui sont préoccupants. Pour nous, les situations préoccupantes, c'est vraiment une situation où il y a des éléments qui nous inquiètent de radicalisation. Par exemple, un parent qui va dire écoutez, mon fils, je l'ai surpris dans un site djihadiste, en train de regarder comment créer les bombes. Mon fils a fait une demande de passeport, a fait ceci. Ça, c'est des cas un peu plus délicats pour nous. Donc, là, on a des grilles d'évaluation, on va l'apprécier, on va rencontrer les parents, on va faire notre diagnostic, et seulement si on arrive à la conclusion qu'il y a un enjeu de sécurité pour la personne ou pour la communauté, dans ce cas, on applique ce qu'on appelle un protocole avec les services de police. Alors, je vais vous donner des chiffres. Avant les événements de Beyrouth et de Paris, on avait environ 368 appels. Les 368 appels, il y a juste 90 appels où on a dû intervenir sur le terrain. Donc, ça veut dire que c'était une situation qui était inquiétante pour nous, préoccupante. On est allé sur le terrain, on a vu les familles, les enseignants, etc. De ces 90 appels, il y a 6 qu'on a dû transférer aux policiers parce que ça nécessitait une intervention poussée. C'était plus délicat. Il y avait des cas, par exemple, le papa ou la maman qui va dire « Pouvez-vous, monsieur, ça me fait peur, pouvez-vous annuler son passeport? Je ne veux pas qu'il aille, par exemple, en Syrie. » Mais moi, je n'ai pas cette légitimité juridique, je n'ai pas ce pouvoir. Dans ce cas, avec la famille, ensemble, on va prendre la décision d'informer les autorités policières. Ça, c'est différent, parce que la famille, les parents se sentent concernés, participent à la prise de décision. Dans les 6 cas qu'on a essayé, on est arrivé à cette conclusion qu'il y avait un enjeu de sécurité. En fait, ce sont des parents, finalement, qui se sont rendus compte que la seule solution, il fallait informer la police. Donc, c'est ce type de cas qu'on a avec le centre. Et parfois, je m'amuse, après une intervention, de demander aux parents, pourquoi vous nous appelez? Mais ils nous disent, mais oui, c'est parce que vous n'êtes pas la police. Vous nous donnez l'heure juste, comme on dit. Je sais qu'avec vous, je vais avoir une analyse et vous allez m'aider à prendre la décision. Et ça, c'est important pour nous. En fait, la crédibilité du centre dépend de la capacité que nous avons à aider les familles, à aider les intervenants de première ligne, à aider les policiers, parce que les policiers nous appellent également, non seulement pour les former, comme disait Dou tantôt, mais dans certains cas, ils vont nous référer des cas qui les préoccupent. Vous avez parfois des cas où le jeune est radicalisé, mais les policiers n'ont rien au niveau des enquêtes, mais ils sont soucieux. Tu sais, la GRC, ils vont te soucier, ils disent, prenez-lui en charge, parce que nous, on a peur qu'il bascule. On n'a rien contre lui, mais aidez le jeune. Vous voyez, ça, personne n'en parle. Mais c'est des bonnes initiatives qu'on fait. L'idée, c'est vraiment d'éviter toute l'aspect judiciarisation de nos jeunes. Alors,
évidemment, c'est important, c'est pour ça que je dis toujours à chaque fois que je rencontre des gens de la communauté, pour moi, il y a un enjeu de taille. On a voulu que le centre traite la question de la radicalisation dans une approche globale. Donc, autant l'extrême droite, gauche, religieuse, on traite de tout. Pour la simple raison, on ne voulait pas, et ça je vais être très clair et très transparent là-dessus, on ne voulait pas stigmatiser la communauté arabo-musulmane. Parce que si on avait dit le centre de prévention de la radicalisation, dans l'imaginaire populaire, radicalisation égale à islam. Et nous, on a décidé non, ça ne va pas être ça, parce que la réalité, ce n'est pas ça. Quand on regarde les chiffres de la criminalité au Québec, 30% de la criminalité terroriste liée à la violence, c'est l'extrême gauche et droite, 30%. On a juste 15% qui est lié à la religion. Donc, si on agissait de manière cartésienne, ben on va s'attaquer d'abord à l'extrême gauche et droite, non à la religion. On a fait ce choix. Et ce choix, ça marche. Et les gens nous appellent là-dessus. Donc, pour nous, ce n'est pas un centre contre les musulmans, parce qu'au début, les gens avaient cette perception. On a fait beaucoup de stratégies de communication là-dessus pour montrer aux gens, non, ce n'est pas contre les musulmans. Ce n'est pas contre, non, c'est vraiment un centre sur la radicalisation, mais non la violence. Parce que être radical, Hakim le disait tantôt, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose d'être radical. On vit dans une démocratie, on peut ne pas être d'accord avec la majorité, on peut exprimer ce qu'on veut. Mais là où il y a un problème, c'est quand on prend la violence pour imposer ses idéaux. Là, on a un problème. Donc, être radical, ce n'est pas une mauvaise chose. Mandela, Gandhi, Martin Luther King, c'était des gens qui étaient des radicaux absolus. Bon. Mais dans certains cas, le mot qui me dérange, c'est le mot violence. Alors, là encore, c'est important. Mais le centre aussi, dans notre mandat, j'ai encore du temps, j'imagine? Il te reste 4 minutes. Oh, 4 minutes, voilà. Le centre aussi, on a quand même un rôle, à la fois on a un rôle de pédagogie, on a un rôle de formation, on a pour rôle évidemment d'essayer d'agir sur la judiciarisation, mais aussi on a un rôle d'éveil de conscience. Vous avez vu récemment dans les médias, on parle beaucoup de la radicalisation. Les appels qu'on reçoit de plus en plus au centre, on a aussi des appels lorsqu'on regarde le conflit en Syrie et en Irak, le phénomène Wali. Vous avez entendu le phénomène Wali. Ces gens qui décident d'aller se battre du côté kurde contre l'État islamique. Pour moi, dans mon livre à moi, comme on dit, c'est de la radicalisation violente, pure et simple. Alors, sauf qu'il y a un groupe qui ont la perception d'aller se battre du bon côté, et d'un autre, qu'on a la perception qu'ils vont se battre du mauvais côté. Mais finalement, qu'est-ce qu'il dit, c'est bon ou mauvais? Là reste la question. Alors, donc pour moi, qu'on aille se battre contre l'État islamique, qu'on aille se battre de l'autre côté, c'est tout simplement de la radicalisation. On a vu, on a eu beaucoup des appels dans ce sens où des jeunes veulent se faire justice. Et ce que je dis, il ne revient pas aux citoyens de faire justice. Le monopole de l'utilisation de la violence est réservé aux policiers, à l'armée. Donc, le citoyen, son rôle, ce n'est pas ça. On laisse aux militaires de faire la guerre, mais nous, on va faire la guerre au niveau de l'opinion publique, au niveau des débats, d'échange d'idées, au niveau de la communication. Alors, tout ça pour dire... Déjà? Parfait, je respecte mes amis. Alors, tout ça pour dire que je pense que la meilleure façon, je vais répondre aux questions tantôt, l'enjeu qu'on a présentement, et de plus en plus je le sens, c'est d'éviter les amalgames dans l'opinion publique. Ça me préoccupe beaucoup. Et je m'étale à chaque fois que je parle aux médias de dire d'éviter les amalgames entre la radicalisation, le terrorisme et la communauté. Non, ça ne marche pas. Et je vois les amalgames arriver avec tout le débat autour des réfugiés syriens. Et ce que je dis, vous savez, il y a deux formes d'immigrants, deux formes d'immigration. Il y a des gens qui font une immigration comme nous autres, on vient plus petit, les parents décident de s'installer là. Donc il y a un choix rationnel, on veut vivre ici. Puis il y a ceux qu'on oblige à se déraciner. Donc c'est des gens qui n'allaient même pas venir ici. Okay? La majorité, je pense, n'allait même pas venir parce qu'ils vivaient très bien chez eux. Mais la situation étant, on voit ce qui se passe, ils sont obligés de se déraciner, de venir ici. Pour moi, comme société, nous avons le devoir moral de les recevoir. C'est une dernière chance pour beaucoup d'entre eux, d'où l'importance d'éviter les amalgames entre le terrorisme et les réfugiés, d'éviter les amalgames entre le terrorisme et la communauté arabo-musulmane.
Voilà. 2 minutes, Christian.